je vais parler, puisqu'il s'agit d'un colloque pluridisciplinaire, d'une discipline qui n'existe pas, enfin du moins, qui n'existe pas en France et pas au sens du CNU, puisqu'il s'agit des relations internationales. Alors que les juristes se rassurent, étant moi-même publiciste, puisque justement cette discipline n'existant pas, il faut bien qu'on se rattache à une autre, il y aura quand même quelques points de droit, même si ceux-ci viennent d'être évoqués par celle qui m'a précédé. Alors, un petit détail qui n'en est pas un, figure sur le programme Agence et opérations navales de l'Union européenne dans la sécurisation de l'afflux migratoire en Méditerranée. Alors, je suis aussi d'accord avec sécurisation. Toutefois, lorsque j'avais envoyé aux organisateurs, c'était la sécurisation. Alors, la sécurisation est une expression encore plus inélégante que celle d'agenciarisation, mais qui a l'avantage, en relations internationales, d'être un peu précise. Alors, il est vrai que le professeur Didier Bigot, qui dans un bon nombre d'articles, il y a une dizaine d'années, utilisait le mot de sécurisation, parle maintenant de sécurisation. Alors, peut-être que celui qui a conçu la plaquette est d'obédience foucaldo-beaulieusienne, ce dont je ne saurais douter. Alors, qu'est-ce que la sécurisation? Ce barbarisme, securitization, a été utilisé par ce qu'on appelle l'école de Copenhague, deux auteurs, Barry Boson, qui est britannique, qui est un représentant de ce qu'on appelle l'école anglaise des relations internationales, et Ole Wever, qui lui est danois, vont à la fin du siècle dernier, mettre en avant ce terme de sécurisation. D'abord un mot sur Barry Boson, puisque au mi-temps des années 1980, donc alors qu'il y avait encore la guerre froide, il va dans People, State and Fear, donc un ouvrage fondamental en relations internationales qui bien entendu n'est pas traduit en français, va parler donc d'une nouvelle conception de la sécurité. Il va notamment identifier 5 aspects de la sécurité, et notamment les aspects de sécurité environnementale et aspects de sécurité sociétale. Alors, ça va faire partie du grand remue-ménage dans les études de sécurité qui aboutiront entre autres à peu près 10 ans plus tard lorsque le PNUD mettra en avant l'idée de sécurité humaine. La sécurité n'est donc pas conçue comme simplement en termes militaires. Mais, alors, pour bien comprendre l'idée de sécurisation, il faut savoir que Barry Boson et Ole Wever font partie de on appellerait des constructivistes. C'est-à-dire qu'ils pensent, comme beaucoup de postmodernes, que le monde n'existe pas en tant que tel, ce n'est qu'un construit social. Et que la sécurité est évidemment socialement construite. Ça, ce sont les prémices évidemment pour comprendre. Cela veut dire que s'il y a une menace, on ne peut pas savoir si elle est réelle ou non. La menace est ce qu'on perçoit comme telle. La sécurisation est le procédé par lequel, notamment grâce à la rhétorique, puisque tant Boson que Wever vont insister sur le discours, une personne va faire accepter par son auditoire une question donnée comme étant une question de sécurité. C'est une rhétorique généralement dramatisante, et là, évidemment, je renvoie à donc, la communication du professeur Bernardo, où on va utiliser donc, différentes métaphores en parlant, pour le sujet qui nous concerne, par exemple, de submersion, que l'on va insister sur un certain nombre d'aspects menaçants, pour que l'objet dont il est question devienne donc non pas simplement une question sociale, mettons, mais une question sécuritaire. Et une fois, bien entendu, que ceci est considéré comme une question de sécurité, cela veut dire
il y a une menace existentielle qui réclame l'adoption d'actions d'urgence et justifie des mesures d'exception. Ce qu'on retrouve bien entendu notamment chez Frontex, mais également dans d'autres agences. Et la question de la... Alors, intitulé, il y a des guillemets, la crise des réfugiés, c'est pour ça que j'ai préféré parler d'afflux migratoires. La crise des réfugiés aurait pu être considérée, comme l'ont fait les Italiens avec l'opération Mare Nostrum, comme simplement un problème humanitaire. C'est-à-dire qu'on pourrait, face à l'afflux de réfugiés en Méditerranée, penser d'abord, tout simplement appliquer le droit international finalement, c'est-à-dire secourir les personnes en mer qui sont en détresse. Alors, je ne dis pas que Frontex ne le fait pas, et j'en parlerai bien entendu. Et également appliquer la Convention de Genève, modifiée par le protocole de New York, sur les réfugiés, bien entendu. Ce n'est pas principalement ce qu'a fait l'Union européenne, qui a considéré donc que la question de la crise des réfugiés était une question avant tout sécuritaire. Si l'on examine justement les écrits de la production de Frontex, la production doctrinale en quelque sorte de Frontex, on voit toute une insistance sur les aspects sécuritaires. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, bien entendu, sont liés à l'afflux migratoire, bien entendu, des problèmes de sécurité, puisque la traite humaine, ou du moins le trafic illicite de migrants, sont des réalités. Qu'il peut y avoir quelques terroristes qui vont se glisser au milieu des migrants, mais surtout une volonté chez certains groupes de déstabilisation aussi de l'Europe par cette crise des réfugiés. Néanmoins, la sécurisation est donc dans le discours produit par Frontex ou dans le discours d'ailleurs aussi produit par Europol, une insistance sur le problème de la sécurité que pose l'afflux des migrants. Alors, dans le discours, mais aussi dans les pratiques. Je citais Didier Bigot, il va donc s'intéresser beaucoup aux pratiques de sécurisation, enfin lorsqu'il emploie les mots, ou Thierry Balzac également, sur ce qu'il appelle les instruments de sécurisation, c'est-à-dire comment les différents rapports qui vont être produits par Frontex, par Europol, mais aussi à la périphérie ce que les élites corporate, comme cela a été dit, vont produire comme discours. On va mettre en quelque sorte sous pression l'Union européenne d'agir au point de vue sécuritaire et non pas simplement humanitaire. Alors toutefois, Madame Sarah Léonard, ayant constaté que le discours produit par la Commission notamment, ou par la haute représentante, était très souvent un discours humanitaire, a regardé justement la pratique de Frontex et s'est convaincu effectivement qu'il y avait bien une sécurisation, c'est-à-dire un traitement plus sécuritaire que humanitaire de la chose. Je vais dans un premier temps voir la coopération inter-agence, puisque comme ça a été dit, il n'y a pas que Frontex, il y a Europol, il y a EASO. Alors, maintenant asile, pour certains ce sera la Libye, pour d'autres ce sera le volet complémentaire, mais il est clair que là il s'agit bien d'un aspect humanitaire. Il n'y a pas que du tout sécuritaire, il y a quand même la prise en compte de la détermination du statut de réfugié pour les gens qui, évidemment, ont droit. Dans les hotspots, notamment, donc là, ça a été suffisamment détaillé aujourd'hui, donc je ne reviendrai pas dessus. Et aussi, donc, la coopération avec l'opération navale de l'Union européenne. Alors, son nom de code, c'est EUNAVFOR Med,
mais elle s'est baptisée Sophia, alors ce qui n'a rien à voir avec la sagesse grecque, mais tout simplement parce que pendant les premiers sauvetages que Sophia Evenaf Ahmed a réalisé, une Somalienne a donné naissance à une petite fille qu'elle a prénommée Sophia, et c'est ainsi que les militaires ont décidé de baptiser leur opération. Donc, voir la militarisation. Très rapidement sur la synergie entre agences, Frontex et Europol vont coopérer, étant donné qu'ils ont trouvé un ennemi commun, en quelque sorte, qui sont les réseaux criminels qui sont derrière les passeurs, et le but étant de démanteler ces réseaux criminels, alors chacun selon sa compétence, c'est-à-dire que Frontex va arrêter les navires, on le verra tout à l'heure, Sophia va éventuellement les détruire, et donc Europol, voire Eurojust, vont faire en sorte que l'on puisse trouver qui se cache derrière, puisque vous avez donc des réseaux criminels, des réseaux de trafic d'êtres humains, mais aussi même de traite humaine. La traite humaine supposant une exploitation dans le pays d'arrivée. L'exemple type de la traite humaine, c'est évidemment la prostitution. Certains types de prostitution organisée. Europol et Frontex, évidemment, mais aussi, vous avez l'Agence européenne de sécurité maritime, qui coopère aussi avec une autre organisation qui, évidemment, nous intéressera moins aujourd'hui, c'est l'Agence européenne de contrôle des pêches, et Frontex. Ces trois agences, vont coopérer de la manière suivante, c'est-à-dire que l'EMSA, donc l'Agence européenne de sécurité maritime, dispose de différents satellites, drones, navires, etc. et va fournir différentes informations à Frontex sur la traçabilité des navires notamment, sur la détection des navires en détresse, sur la détection surtout des activités suspectes. Donc principalement par voie satellitaire, éventuellement drone lorsqu'on veut aller plus près. Ce qui fait que Frontex va avoir, qu'il s'agisse de surveiller, c'est son rôle principal, les approches de l'Union européenne, ou, puisque ça lui arrive aussi, de secourir les personnes en détresse. Et c'est une coopération interagences qui s'appuie bien entendu sur les États membres. Alors, un type d'exemple qui est rapporté par un membre justement de l'EMSA, le 5 septembre 2016, les satellites de l'EMSA repèrent un objet non identifié entre le Maroc et l'Espagne. Ils préviennent Frontex, lequel prévient son centre espagnol de coordination en Espagne, qui transmet l'information à un avion de la garde des finances italienne qui patrouillait dans la zone, et on s'aperçoit que l'objet non identifié était un Zodiac, un dinghy, avec 35 personnes à bord, et un patrouilleur espagnol va les récupérer. Donc vous avez une coopération qui se fait entre les différentes agences qui se déploient, mais vous avez aussi une coopération avec l'opération Sophia. On a pu à cet égard parler de semi-militarisation, donc Frontex qui déjà, ça a été rappelé, organise des patrouilles maritimes. Alors aujourd'hui les opérations Poséidon et non pas Rabbit mais l'autre, donc l'opération Poséidon et Triton, voilà. L'opération Triton et l'opération Poséidon, alors qui sont très souvent d'ailleurs faites, tout dépend du matériel que fournissent les États membres, ce sont très souvent des navires militaires qui vont
remplir la mission de Frontex, quand bien même la mission de Frontex est civile. L'opération Sophia, en revanche, elle, est une opération militaire de l'Union européenne, enfin même si certains considèrent qu'il s'agit d'une opération civile avec des moyens militaires. Dans les textes fondateurs, il s'agit notamment la décision 4 du Conseil 2015-78, il s'agit bien d'une opération militaire, donc, qui est destinée alors non pas à recueillir les migrants, mais à lutter contre les réseaux criminels. Et donc, vous avez une coopération. Alors, par exemple, vous avez à bord de chaque bâtiment de Sophia un membre de Frontex, un officier de liaison. Parce que, évidemment, les douaniers sont plus à même de repérer les navires suspects que les militaires, et notamment s'il y a pour les trafics. Mais surtout, vous avez la mise en œuvre du système Eurosur, qui est un système de surveillance satellitaire complémentaire à celui de l'EMSA, et qui s'appuie pour partie sur les amateurs d'acronymes voix dorée, le SATCEN, c'est-à-dire le Centre de renseignement satellitaire de l'Union européenne, qui fait du renseignement militaire. D'ailleurs, bon, il y aura beaucoup à dire, puisque ce n'est pas du tout intégré. Chaque État membre prend les photos qu'il veut, etc. Mais Eurosur va donc permettre à Sophia d'avoir des informations sur notamment la situation en lisière des eaux territoriales libyennes, et va permettre donc de mieux identifier migrants et passeurs. Alors, Frontex est une agence, donc est autonome. L'opération Sophia, elle, dépend du service d'action extérieure de l'Union européenne. Et vous avez, ça arrive évidemment dans les services de différents pays, vous avez en fait une guerre des services entre les structures diplomatico-militaires qu'est le service d'action extérieure de l'Union européenne et le service d'action extérieure européen, et l'agence Frontex, vous avez une rivalité. Vous avez bien entendu aussi des différences de point de vue. Alors, ayant travaillé longtemps sur l'interaction militaire-humanitaire, c'est assez récurrent. C'est effectivement le guerrier et le boy scout n'ont pas la même approche. Donc évidemment, vous avez des différences de perception, notamment par rapport au rôle plus ou moins trouble de certaines ONG, pour lesquelles Sophia aurait une approche un peu plus conciliante que Frontex, qui effectivement voit dans certaines ONG des passeurs. Enfin, vous avez aussi une coopération internationale, ou plus exactement inter-organisation internationale, puisque vous avez une coopération aussi avec la mission de l'Union, la mission Sea Endeavour Sea Guardian, de l'OTAN, qui est en Méditerranée et qui, donc, depuis la fin 2016, doit coopérer, alors avec plus ou moins de réticence d'ailleurs de la part des cadres otaniens, puisque s'occuper de contrebandiers, alors qu'il y a en même temps des navires russes et chinois qui naviguent en Méditerranée, évidemment, l'OTAN préférerait plutôt voir ce que font les Russes ou les Chinois. Mais vous avez quand même une coopération donc, occidentale, ou euro-atlantique, qui donc s'ajoute pour la protection justement donc, des approches de l'Union européenne. Voici ce que j'avais prévu évidemment de voir aussi ce que Frontex et Europol pouvaient faire pour développer des relations internationales et mettre en place une sorte de diplomatie sécuritaire, mais d'après le programme, je pense que ça sera vu demain.